Alors, bonjour tout le monde. Salut. Alors, je vous ai dit qu'on parlerait des séfarades et des ashkénazes aujourd'hui, on va en parler. Mais avant ça, je voudrais faire un petit recap qui va nous permettre de situer les choses dans une perspective historique plus précise. Si on regarde l'histoire des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, il y a une constante qui se dégage. C'est que cette constante va traverser l'histoire d'Israël quasiment jusqu'à nos jours. À chaque époque, chacune des époques, on remarque que les patriarches sont accompagnés par deux antagonismes. Enfin, pas exactement antagonisme. Il y a d'un côté une première approximation qui va être une approximation de son identité, et une deuxième qui va s'ériger en rivalité. Alors, quelle est la première approximation à l'époque d'Abraham? Je vous écoute. Quelqu'un qui est à peu près comme Abraham? Lot. Bravo, c'est Lot. Et on a vu que Lot, comme tel, c'était quelqu'un qui voulait qui avait choisi d'aller jouer son Abraham à Sodome. Et on a vu, je crois, il y a 2 semaines, la semaine dernière, je ne sais plus, que quand il voulait pratiquer l'hospitalité, il le faisait, mais de manière pas très cachère. Vous vous rappelez que quand les hommes de Sodome voulaient qu'il leur livre ses visiteurs, on ne livre pas les visiteurs c'est sacré. Et il leur a proposé ses filles. J'ai 2 filles vierges, alors prenez-les à la place. Ça, c'est voilà, le respect des lois de l'hospitalité à la manière de Lot, l'approximation d'Abraham. Et qui est le rival d'Abraham, j'écoute. On vient de le dire, c'est Lot. Non, ça c'est l'approximation. Ah bon. Okay. Maintenant, le rival, celui qui veut le détruire, c'est Nimrod. Nimrod, bravo. C'est Nimrod, effectivement. Nimrod, il est comme Abraham. Rappelez-vous ce qu'on a dit, c'est que Nimrod est comme Abraham. Ça veut dire que il est en révolte contre le mal, mais il s'en prend à Dieu. Si Dieu est là, si Dieu existe, alors je ne vois pas pourquoi le mal c'est dans le monde, alors qu'Abraham lui-même est comme tel, si vous voulez, il veut s'attaquer au mal lui-même directement. Au niveau de Isaac, quelle est l'approximation, si vous voulez, celui qui lui discute son identité, c'est Ishmaël. Ça va? Et pourquoi? Parce qu'il se considère lui aussi comme le fils aîné d'Abraham. Le Midrash nous dit qu'il jetait des pierres sur Isaac. Et comment réagit Rivka? Elle lui dit: ah non, Kilo Yiraj ben Ha'amazot ben Yitzhak, parce que je suis le fils d'Abraham, alors moi je veux l'héritage. Et Sarah a dit: non, l'héritage, c'est pas pour toi, c'est pour mon fils Isaac. Et qui est la rivalité? Celle-là, elle est un peu moins connue. C'est Abimelech. Ah oui. Ouais. Si on regarde les textes, on voit qu'Abimelech, à un moment donné, va dire à Isaac: Lech be'imanu ki asamta mimenu meod. Va-t'en, tu es beaucoup plus fort que nous, tu es devenu trop puissant, c'est quoi? C'est tout ce que tu as là, ça ne marche pas. Et puis en plus de ça, les serviteurs d'Abimelech bouchaient les puits, etc. Bref, voilà, on veut pas de celui-là. Et au niveau de Jacob, quelle est l'approximation d'identité? C'est Ésaü, comme tel, qui se prétend l'aîné, et il veut convaincre son père, ça on l'a vu la semaine dernière, du fait que l'aîné c'est lui, quoi. Comment on prélève la dîme sur le sel et la paille? Moi je suis un sadique, je suis un type très bien. Et la rivalité, celle-là on ne l'a pas encore vue, c'est
Laban, non? Oui, bravo, Laban. Oui, et c'est dans la paracha de cette semaine qu'on va le voir. Laban est pire que Pharaon. Et c'est ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah, qui Pharaon le gazar et la azecharim, Pharaon a voulu éliminer que les premiers-nés, mais Laban bikesh la akol et akol. Laban, il voulait tout prendre. Et, pour quelle raison ils ont envoyé, il était là-bas alors, Jacob? Pourquoi ses parents l'ont envoyé là-bas alors qu'il on a étudié la semaine être aussi dernière. maléfique? Il est allé faire un stage. Rappelle-toi qu'il a pris la fonction d'Ésaü. Je comprends, mais tu vas faire un stage et un être aussi maléfique que ça. Mais il est de la famille quand même, tu vois. Il va le traiter au départ comme quelqu'un de la famille. Tu es mon neveu. Et puis, mais sa mère et son père, ils savaient ce qu'ils faisaient en l'envoyant là-bas. Va prendre des cours dans la mafia. Va, tu apprendras rien ici. Et maintenant que tu es investi de la tâche d'Ésaü, tu as besoin d'apprendre les armes pour te défendre d'Ésaü. Et dans la paracha de cette semaine, à la fin, lorsque Jacob veut partir, Laban va arriver et va lui dire Habanot benotai, babanim badai, vechol ataroé, li'i. Les filles, c'est mes filles. Il y avait 20 ans qu'il travaille pour ces filles-là. Hein. Et les filles, c'est mes filles, c'est tout ce que tu as, c'est à moi. Alors, on ne commence pas à me pomper l'air. Et Dieu est obligé d'intervenir et lui dit, tu ne touches pas à Jacob. Alors voilà, si vous voulez, ce qui nous accompagne dans notre histoire. Et à la fin des temps d'exil, toutes ces identités rivales, antagonistes, se résument dans la personne de... J'écoute? Jacob. Joseph, peut-être. Jacob. Laban. Non, on a vu Laban déjà. De Amalek. Ah oui. À la sortie d'Égypte, tout de suite, qui s'y attaque, va y avoir Amalek. Celui-là, on en a entendu parler tout à fait au début. Bon, c'est un descendant d'Ésaü, c'est vrai, mais il attaque au moment de la sortie, au moment où Israël quitte l'Égypte pour aller chez lui. Et après le deuxième exil, le retour du deuxième exil, c'est-à-dire après la destruction du premier temple, il y a eu un moment où Israël veut revenir chez lui. Et qui c'est qui attaque maintenant? Qui c'est qui veut détruire Israël? C'est Haman. C'est l'histoire d'Esther. Haman ha-Agagi. Et Agag, c'était le roi de Amalek. Ça marche là? Et lors du retour d'Israël, au moment en 48, si vous voulez, mais ce retour d'Israël en 48, il était prévu depuis Herzl. La Société des Nations avait prévu qu'Israël rentrerait chez lui, et c'était qui Amalek à ce moment-là? C'était les Arabes. C'est la Shoah? Non, on ne peut pas dire. Hitler. Voilà. C'était Hitler. Ah bon? Non, tu n'es pas au courant que c'est Hitler qui a organisé tout ce qu'il avait organisé? Oui, je suis d'accord, mais enfin, quand ils sont rentrés en Israël et qu'ils ont été attaqués en 48, c'est pas... Non, on parle avant le retour d'Israël. Ah d'accord, ok, ça va. Avant que Israël prenne sa place. Ça va? D'accord. Alors voilà, c'est ça, si vous voulez, le schéma général qu'on retrouve. L'erreur classique qui est faite, c'est de croire que l'État d'Israël a été créé à cause de la Shoah. C'est une erreur grossière. L'État d'Israël a été créé malgré la Shoah. C'est comme ça qu'il faut dire. Manitou disait que si la Shoah était le prix à payer pour entrer à la maison, on aurait attendu 6 millions d'éternités. C'est beaucoup trop fort comme tel. Mais l'acceptation des nations a été le fait que les nations du monde ont accepté la déclaration de l'État d'Israël, c'est certainement à cause de la Shoah.
C'est exact, mais cette création-là était déjà prévue par la Société des Nations en 1929 et on avait donné le mandat britannique, entre autres, pour permettre à cette chose-là. C'est vrai que la Shoah a quelque part à jouer, mais c'était quand même un engagement des nations pour... elles auraient pu dire ils sont pas encore prêts. Il fallait que les gens soient prêts sur le terrain pour accepter cette présence d'Israël. Et bon, mais alors disons que tu as raison. Quelque part, ça a pu aider, mais encore une fois, c'est pas la Shoah qui a amené la création de l'État d'Israël. Jo, tu es mal centré devant la caméra, on perd ton visage. Très bien. Alors, on peut pas vraiment identifier qui est Amalek aujourd'hui, à cause des brassages de population. Mais le phénomène Amalek, sa typologie, permet d'établir que la Shoah comme une tentative d'empêcher Israël de s'établir sur sa terre. Beaucoup plus près de nous, si vous voulez, on retrouve dans la coalition contre Israël, entre le monde d'Ishmaël et le monde d'Ésaü, par ONU interposée, on retrouve le même phénomène. Ce qui a fait dire à Jacob Gordin la chose suivante, c'est dit que l'antisémitisme d'Ishmaël est beaucoup plus dangereux que l'antisémitisme de Esav, d'Ésaü. Pourquoi? Bien parce que l'antisémitisme d'Ésaü accompagnait l'exil d'Israël, tandis que l'antisémitisme aujourd'hui du monde arabe, si vous voulez, d'Ishmaël, eh bien, il accompagne le retour d'Israël. Ça va? C'est important de bien saisir ça. Hein. Mais si c'est le cas, ça veut dire que Esav est plus dangereux qu'Ishmaël. Pardon? C'est le cas, ben oui. S'il n'y avait pas Ishmaël comme tel, qui venait s'opposer à Israël, eh bien, Esav n'aurait rien à jouer. Esav a donné le feu vert en 48, mais par la suite, étant donné qu'Israël commençait à Vaishman et Shulun Vaibad, comme Laban a dit à Jacob et comme Abimelech a dit à Isaac, tu deviens beaucoup trop important. Alors, get out, casse-toi de là. Et Manitou a ajouté que l'antisémitisme d'Ishmaël est, à notre époque, le seul qui aurait eu la chutzpah de s'attaquer à des rescapés des camps de concentration. Il faut réaliser cette chose-là quand même. Hein. À qui on s'attaquait en 48 et en 50, et par la suite? Eh bien, aux rescapés de la Shoah. Et moi, je crois, Jo, que la chrétienté, que le monde, exactement, que l'Occident chrétien a manipulé Ishmaël. Quand tu voyais que l'Angleterre empêchait des Juifs de débarquer. À cause de quoi? En Palestine. À cause de quoi? À cause des pays arabes qu'il y avait autour. Ça veut dire que... C'était un prétexte. Moi, je crois que la responsabilité de Esav est hypocrite par rapport à la responsabilité d'Ishmaël. C'est clair que ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'il y a une coalition Ishmaël et Édom et Ésaü, par ONU interposée, c'est clair, c'est par la suite. Mais il ne demeure pas moins que aujourd'hui, ça se calme du côté occidental, du côté Ésaü. Mais Ishmaël est toujours là, Ishmaël revendique tant qu'il le peut. Et on va le voir un peu plus loin, c'est que la tradition nous parle de 4 empires. Ça va? Babel, la Perse, la Grèce et Édom. Mais elle ne parle jamais de l'empire d'Ishmaël. Regardez ce que nous dit le Maharal. Bien que l'antisémitisme du faux frère ait été beaucoup plus cruel, était plus cruel que celui de l'islam, au moment du retour, c'est pour fuir l'antisémitisme d'Ishmaël, où est-ce qu'on s'est retrouvé?
on s'est retrouvé dans les pays de Édom. On s'est retrouvé, où ça? Eh bien, en France, aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine, etc. Si vous voulez, c'était le rêve d'Isaac de faire en sorte qu'il a donné la belacha quelque part à Édom, à Ésaü, pour des fois que son frère Jacob ait besoin d'un refuge. Et c'est quand même là-bas qu'on a trouvé le refuge. Avec tout ce qu'on dit là, demande et a besoin d'être affiné, c'est clair ça. Mais c'est ce que je fais là maintenant, je fais simplement un zoom, c'est le cas de le dire. Je fais un gros plan sur cette situation-là. Alors, mais le Maharal nous revient, nous dit attention là, c'est quoi l'antisémitisme? C'est quoi l'empire d'Ishmaël? Eh bien, c'est la Perse. Écoutez bien, il a dit ça il y a plus de 500 ans. C'est la Perse, l'Iran, Ishmaël, en prétention de souveraineté des empires, entre dans l'impérialisme. Et c'est clair aujourd'hui. Hein, que ce que veut l'Iran, on voit très bien ce que veut l'Iran, avec tout le monde de l'islam, l'islam pour tous. C'est le khoménisme en personne et toute la politique iranienne qui supporte tous les islamistes radicaux dans les pays européens. Et le Maharal ajoute, soyez certains d'une chose, c'est qu'à la fin des temps, il y aura un conflit entre Édom et Ishmaël la Perse. Alors, et on y assiste. Hein, c'est quoi tout le problème? C'est le problème de l'Iran aujourd'hui. Et ça fait longtemps que c'est le problème de l'Iran. Je me souviens que, je ne me rappelle plus qui c'était qui m'avait dit, le problème comme tel, c'est l'Iran. C'est le premier ministre du Québec, comment il s'appelait, celui qui a eu la jambe bouffée? Lucien Bouchard. Il m'a comme ça, il me dit, le vrai problème, c'est l'Iran. Il me parle de ça il y a plusieurs années. Et Manitou d'ajouter, de quoi faut-il le plus s'étonner? C'est du fait que la Bible prévoit tout ce qui va se produire, que la Bible rende compte de l'histoire, ou que l'histoire s'entête à donner raison à la Bible. Alors voilà déjà, vous voyez, on a déjà dans cette lecture la dimension, la typologie des problèmes auxquels fait face Israël. Alors les Juifs vont traverser 4 exils, et grosso modo, on peut diviser aujourd'hui, enfin ça fait assez longtemps, les communautés en 2 entités distinctes, en 2 cultures distinctes, les séparades et les ashkénazes. Il y a une autre dimension qui s'ajoute depuis à peu près 2 siècles, c'est le chassidisme. C'est un cas à part, et on en parlera tout à l'heure, si vous voulez, rapidement. Et quelles seraient, si vous voulez, les sources bibliques qui rendraient compte des différences liturgiques, culturelles, sociologiques entre ces 2 types de communautés? Alors, premièrement, l'appellation. Dans l'Haftara qu'on va lire la semaine prochaine et qui est tiré du livre de Obadiah, Obadiah a vécu 8 siècles avant l'ère chrétienne. Avant quoi? L'ère chrétienne. D'accord. Hein, ça veut dire que ça fait, 7-8 siècles, la date d'Obadiah, elle n'est pas, oui, la date, elle n'est pas connue vraiment. Et il nous dit froidement la chose suivante. C'est comme ça que finira la Torah de la semaine prochaine. Écoutez bien, prêtez attention. Vegalut Yerushalayim Asher Bisfarad Yerushu et Are HaNegev. L'exil de Jérusalem. En Espagne. On parle maintenant de l'exil après la destruction du premier temple, donc il y a 2500 ans. Alors, la galoute de Jérusalem qui est Besséfarade hériteront des villes du Negev. Manitou avait l'habitude de dire en un clin d'œil, ça c'est les séparades à Beersheba.
Mais c'est clair que les séparades dont parle Obadiah, c'est pas l'Espagne. Parce que des Juifs, des exilés du temple, du premier temple, qui seraient allés en Espagne, vous me direz comment ils sont allés. Il fallait qu'ils soient vraiment, ils n'ont peut-être pas tellement à nager, mais ils auraient du chemin à parcourir. Alors, qu'est-ce que c'est séparade? Eh bien, c'est une petite communauté d'Asie mineure dans laquelle les Juifs avaient trouvé refuge. Et depuis la plus haute antiquité, on a appelé séparade l'Espagne. Qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, c'est que les Juifs, à un moment donné, sont arrivés en Espagne et ils ont dit « Ah, ça, c'est séparade ». Un peu, si vous voulez, comme on dit que Buenos Aires, c'est Paris. Bien sûr, il y a un problème d'architecture, etc. Mais voilà, on arrive à un endroit, ah, ma parole, mais ici, c'est Casablanca, mais ici, on dirait Montréal, etc. Ils ont diagnostiqué, tant par le paysage géographique que par le paysage humain, que séparade, ça ressemblait à ce pays d'Asie mineure qu'on connaissait très bien. Alors maintenant, si on veut parler de judaïsme séfarade strictement parlé, on parlera de judaïsme essentiellement espagnol. Et les communautés séfarades sont des communautés qui ont vécu au Moyen-Âge en Espagne et dont l'identité était d'abord et avant tout judéo-arabe, d'abord. Ça, c'est avant que la conquête de l'Espagne ait eu lieu par le christianisme, avec les avatars connus. La langue des séparades, la langue véhiculaire, qui savait, c'est quoi? C'est le ladino. C'est quoi le ladino? Ben, c'est un mélange d'espagnol et d'hébreu. Et quelqu'un qu'on connaît très bien, Salomon Ouziel, va nous dire, mais si tu ne parles pas espagnol, tu n'es pas séparade. Donc séparade égale quoi? Espagnol. Égale espagnol, Espagne musulmane. La même chose pour Ashkenaz. On retrouve Ashkenaz dans la Bible, c'est le petit-fils de Japhet, qui était une très ancienne peuplade japhétique à l'époque. Et encore une fois, on parle bien avant que l'Allemagne ne soit connue ou qu'il y ait des Juifs en Allemagne. Mais par la suite, eh bien, il y a eu des Juifs qui étaient en Allemagne, ils sont arrivés en Germanie, et puis ils ont dit « Waouh !» Mais en parole, mais ici, c'est Ashkenaz, c'est la même chose, même phénomène, si vous voulez, même phénomène qui s'est produit avec l'Espagne. Et par la suite, on a pris l'habitude de définir l'opposition séparade ashkénaze comme étant judaïsme oriental et judaïsme occidental. Ce qui est parfaitement inexact, dans la mesure où, eh bien, il y a des juifs qui ne sont pas seulement de culture allemande, et des séfarades qui ne sont pas simplement de culture espagnole. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on les appelait séfarades ou ashkénazes? C'est que la vigueur des communautés de base, c'est-à-dire la vigueur de la communauté tant en Espagne qu'en Allemagne, était tellement puissante qu'elle a, si vous voulez, elle a irradié, elle a été adoptée par d'autres communautés. Elle s'est imposée dans les autres diasporas. Chose qui ne s'est jamais reproduite depuis. À part, si vous voulez, dans le monde chassidique, c'est quand même une troisième communauté. Séparade ashkénaze, c'est une chose, mais les communautés chassidiques, elles existent comme telles. Alors, on voit aujourd'hui dans la communauté marocaine, par exemple, l'influence des juifs irakiens très, très notable avec le rabbin Ovadia Yosef qui s'est imposé et qui a imposé culturellement leur culture orientale sur les juifs marocains. Et ça aussi, c'est par sa force, sa grandeur. Oui, non, mais il y a toujours des têtes de phare, sauf que Yosef a été accepté par certains et pas par d'autres. Je te réfère aux deux ouvrages de Samuel. Oui, mais je veux dire en termes de nombre, on voit beaucoup de juifs marocains qui adoptent ces pratiques-là. Oui, c'est juste comme ça, un fait social. C'est pas aussi simple que ça. Le problème, c'est parce la plupart ont fréquenté des yeshivot ashkénazes, des yeshivot effectivement qui étaient dirigés par. Mais en termes de liturgie, les halachot
prônés par Obadiah Yosef ne font pas l'unanimité. Il y a des gens qui te disent, bon, mais il le dit lui, mais moi je ne suis pas comme tel. Ça va? Joe, mais la plupart des yeshivot en Israël importants, c'est des yeshivot ashkénazes. Tu as raison, mais les yeshivot séfarades ne se sucent pas leur pouce entre-temps. Non, tout à fait. Exact. Alors, ce que je veux dire, ce que je veux surtout dire, c'est préciser le vocabulaire, qu'on trouve des juifs de rite séfarade chez des juifs en Syrie, au Liban, au Yémen, à Londres et à Amsterdam. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, ces gens-là, avec l'Espagne? Ça va? Et même phénomène pour les juifs polonais, russes et hongrois, qui n'ont strictement rien à voir avec l'Allemagne. Les juifs d'Amsterdam sont partis d'Espagne. Encore une fois, oui, mais encore une fois, si on revient à la définition juif séfarade égale juif espagnol, ça va, c'est par fidélité à ce qu'ils faisaient avant en Espagne. Et probablement la même chose, mais ça veut dire que juif séfarade égale juif espagnol, c'est plus vrai aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a gardé le rite de ces communautés-là à travers le brassage des populations et les différentes immigrations. Je voudrais faire une remarque par rapport à ça. Elle n'est pas de moi, elle est de Manitou. C'est qu'il n'y a que les Juifs, pour se donner le nom, des communautés qui nous ont le plus fait de mal dans le monde. L'Espagne et l'Allemagne. Et on est fiers d'être séparades. On est fiers de nous référer à l'Espagne. C'est vrai que maintenant, ils nous donnent notre passeport, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ça va? Et la même chose pour l'Allemagne. Et Manitou suggère la chose suivante, mais ce n'est pas établi scientifiquement, que les Juifs ashkénazes sont les Juifs qui proviennent de l'exil de Babel. Alors, un rapide rappel historique. Après la destruction du premier temple, il y a exil vers Babel. 40 000 personnes, 70 ans après, reviennent en Israël avec Ezra et Néhémie. Mais il y en a un paquet qui sont restés à Babel. Combien de temps? On ne sait pas. Et c'est à partir de Babel qu'ils seraient partis pour créer ce qu'on appelle, pour aller en Ashkénaze, dans cette localité d'Asie mineure qui par la suite a donné son nom à l'Allemagne. Alors nous dit Manitou que les Juifs séfarades sont les Juifs qui proviennent de la destruction du deuxième temple. Ils sont allés s'installer à Séparade, cette localité de l'Asie mineure. La destruction du deuxième temple, c'est en 70 de notre ère. Ils sont allés s'installer dans cette localité d'Asie mineure qu'ils ont appelée eux-mêmes, qui s'appelait Séparade, donc ils ont donné par la suite aux autres communautés. Ça va? Qui est émané de là. Donc, ça veut dire que quand le deuxième temple a été détruit, ils ne sont pas venus directement en Espagne ou dans Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils sont allés à Séparade, oui, dans cette localité dont nous a parlé Obadiah tout à l'heure, qui s'appelait Séparade. Et par la suite, quand ils sont arrivés en Espagne, ils ont dit « Ah, c'est Kif Kif Bourrico, donc on va appeler ça Séfarade, on va appeler ça Séfarade, l'Espagne. » C'est une thèse qui n'est pas scientifique, mais qui pourrait rendre compte, par exemple, de certains niveaux, de certaines choses au niveau liturgique, j'en parlerai abondamment tout à l'heure, parallèles entre les Juifs du Yémen et ceux d'Europe orientale, par exemple. Les Juifs du Yémen comme tels. Au niveau des différences musicales, traditionnelles et synagogales, au niveau de la prononciation hébraïque. Le niveau de la prononciation hébraïque du monde ashkénaze, c'est probablement le résultat de leur séjour prolongé à Babel.
si vous voulez, dans je ne sais pas combien de générations, mais peut-être que nos enfants à nous, quand ils parleront français, ils parleront un peu avec l'accent québécois, quand ce n'est pas déjà fait, déjà très prononcé. Alors, la thèse qui est défendue ici, c'est celle-là. C'est que, bon, ben, ça provient de l'exil qui n'est pas revenu. Ça va? Ça veut dire des gens qui ne sont pas revenus, qui sont restés à Babel plus longtemps que les autres. La connotation concrète religieuse aussi chez les séparades, elle est différente. Et le Maharal disait que la méthode d'étude du Talmud doit être une méthode séparade. Il faut apprendre à étudier le Talmud comme les séparadim. Dispersion à partir de Babel, monde ashkénaze, on retrouve la prononciation de l'ancien judaïsme babylonien et la même chose pour le judaïsme séfarade, si vous voulez, qui, lui, a gardé la prononciation qu'il avait pendant la période du deuxième temple, premier temple et deuxième temple. Et quand on revient, aujourd'hui, eh bien, ce qu'on parle en Israël, c'est l'hébreu des séfarades. C'est-à-dire l'hébreu qu'on retrouvait à l'époque du premier et du deuxième temple, et qui n'a pas été dénaturé, si vous voulez, par ce passage prolongé à Babel. Manitou fait remarquer que le destin d'Israël, c'est toujours conjugué comme judéo quelque chose. Sur la composante judéo-espagnole, judéo-ashkénaze, judéo-russe en particulier, qui a beaucoup joué maintenant. Si on a tout ça en tête, maintenant on va essayer de voir où est-ce qu'on retrouve ça dans la typologie biblique. Ben, c'est très simple. Les séfarades, c'est Israël ayant vécu son identité dans le monde de l'islam. Et Ashkenaz, c'est Israël ayant vécu son identité d'exil dans le monde de la civilisation chrétienne. Et c'est ça qui a modelé la mentalité juive au cours des siècles. Et c'est ce qu'on peut lire, nous dit Manitou, un livre ouvert dans la Torah. D'Abraham, il y a deux lignées qui sortent, Isaac et Ishmaël. D'Isaac, il y a deux lignées qui sortent, Jacob et Ésaü. Et c'est Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, qui va s'appeler Israël, il ne faut pas l'oublier. Ismaël existe à côté de Isaac. Les théologies juives et musulmanes ont été parallèles. Il n'y a pas de conflit théologique entre l'islam et nous. Il y a un conflit politique. Ce qu'Ishmaël dispute à Isaac, c'est la terre. Et c'est là que Sarah a dit non, la terre, elle n'est pas pour toi. Aujourd'hui, l'islam, le monde musulman, ne nie pas qu'Israël, ce soit l'Israël de la Bible. Mais ce qu'il discute, c'est que cet Israël de la Bible ne peut pas, ne doit pas vivre dans ce territoire qui leur appartient. Et on leur a permis de vivre tranquillement. Il y a eu des pogroms, il ne faut pas oublier les djihadistes, il ne faut pas oublier tout ce que les Juifs ont subi dans les pays d'islam. Mais c'est des peanuts à côté de ce qu'ils ont pu subir dans les pays, dans le monde ashkénaze. On a toujours reconnu la valeur spirituelle des Juifs dans le monde de l'islam. Et ça, c'est Isaac à côté de Ishmaël. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Maroc aujourd'hui. Le roi est en train de dire que la dimension juive est constituante de l'identité marocaine. Et il travaille pour ça. On n'a pas de problème théologique. Si vous voulez aller prier Kippour dans une mosquée, vous pouvez le faire. Bien sûr qu'on a eu des statuts politiques inférieurs, mais on était à l'aise. On a pu s'épanouir dans ces milieux-là. Alors qu'entre Jacob et Ésaü, il y a une rivalité d'identité très forte. Ésaü Rome, le chrétien, se considère comme le Vérus Israël.
Et Jacob ne peut pas vivre à côté d'Ésaü. Dans la paracha de cette semaine, il est obligé de partir, de se sauver pendant 20 ans. Et ça, on le retrouve, si vous voulez, dans le monde séfarade et dans le monde ashkénaze. S'il existe dans le monde séfarade plus de sérénité dans l'organisation de la pensée, comme dans l'expression du rite, c'est qu'ils n'ont pas connu de contestation d'identité. Alors que chez le juif ashkénaze, il s'agissait plutôt de combattre la contestation de cette identité à travers une lecture des textes qui utiliseraient les mêmes procédés dialectiques que leurs opposants, tout en mettant l'accent sur une pratique pointilleuse et un repli sur soi. On trouve très peu de théologiens chez le monde séfarade, comme si ce domaine était réservé au monde chrétien. Il n'y a pas de Maïmonide et Judas Halevi dans le monde ashkénaze, parce que l'expression de Maïmonide et de Judas Halevi, c'est une expression qui ne suit pas les mêmes types de règles, si vous voulez, que la pensée ashkénaze. Et je voudrais maintenant essayer d'illustrer cette différence de mentalité telle qu'elle apparaît au niveau du rite. Dans la Shemona Esrei, dans la prière, on a les trois premières prières, les trois premières bénédictions. La première, c'est Magan Abraham, se réfère à Abraham. La deuxième, c'est Ata Gibor Leolam Hashem, Hamid Rabja, Umoriz Latal, Mashib Alwah, Umoriz Ageshem. Le monde ashkénaze, dans l'exil, ne dit pas Moriz Hatal. En Israël, ils le disent, mais à l'extérieur, ils ne disent pas Moridatal. Pourquoi? Bien parce que la bénédiction du Tal, si vous voulez, c'est celle qui a été donnée quelque part. C'est celle qui a été donnée quelque part à Ésaü. Le monde matériel, c'est le monde d'Ésaü. Alors, on n'ose pas le dire. On ne peut pas dire Moridatal. Tandis que le monde séfarade, c'est la belle achal de Yitzhak, à côté de Ishmaël, mais Yitzhak en dispose. Dans le chant liturgique, c'est vraiment le chant important de faire maintenant, chérie. On entend ça. Dans le chant liturgique, je ne sais pas comment, je ne sais même pas si j'ai besoin d'expliquer ça. On sent dans notre liturgie une sérénité qui est quasiment empruntée à la musique andalouse comme telle, avec beaucoup de liberté qui est donnée à l'interprète. Le Yalalel qu'on chante, c'est ce qui est permis, si vous voulez, c'est ce qui permet de coller le texte à une musique. Et il y a des moments, il y a des trous, alors on le remplace par Yalalel. Tandis que dans le chant ashkénaze, si vous voulez, grégorien. Il y a une partie du chant grégorien, c'est vrai, mais c'est solennel, rigoureux, obéissant à la partition comme telle. Je sais pas, l'exemple qui me vient, c'est essayer de comparer. Là, vous allez pleurer. Mais chez nous, c'est vous entendez la différence? Dans l'un, on s'exprime librement, complètement. On est à l'aise, on est relax, et voilà, c'est beaucoup plus gai. Et puis dans l'autre, c'est structuré. Tac, tu bouges pas de là. Comment est-ce qu'on porte les téphilines? Comment vous mettez vos téphilines? Alors, regardez, je ne sais pas si vous allez réussir à me voir. Les téphilines, je les prends et je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez ça? Ça va? Je m'expose. Comment posent les téphilines des Ashkenazim? Comme ça. On le replie sur soi. Il ne faut pas trop que je me montre. Je suis en danger si je me montre trop. Les pogroms, c'est dans le monde ashkénaze, c'est pas dans le monde séfarade. Dans la Haggadah,
Ce que je dis là, c'est quelque chose qui s'éprouve beaucoup plus qu'il ne se prouve, ok? Je ne prétends pas faire une thèse de doctorat avec ça, il y en a pas qui ont été faites, mais de manière générale, l'atmosphère, c'est celle-là, et on peut pas on peut pas la contester, avec toutes les exceptions qui peuvent exister au niveau individuel. Mais de manière générale, je crois que ce que je vous dis là, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est ressenti. On le sent, on le voit. Je ne sais pas, si vous comparez les synagogues séparades aux synagogues ashkénazes, une synagogue ashkénaze, c'est beaucoup plus proche de l'église que la synagogue séparade. Rentrez à Shamaim, vous allez le voir. Alors que nos synagogues, elles peuvent être en angle droit, si vous voulez. Dans les synagogues qu'on peut voir, c'est pas du papier à musique. Si vous prenez le chapitre de la Mishnah qui parle de Pessah, c'est une phrase que vous connaissez. Il y a écrit Bechol Dor Vador. Dans la Mishnah, Hayav Adam, ça c'est ce que toi tu dis, ce que moi je dis. Mais la Mishnah, elle ne dit pas comme ça. L'irot et atzmo. Dans chaque génération, la Mishnah séparade, Ashkenaz, pardon, qui a été créée dans un monde, va nous dire la chose suivante, l'homme doit se voir lui comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Et comment on dit nous? Les harot de montrer. On veut montrer ça au monde. Comme tel. On n'a rien à cacher. On veut diffuser, on est à l'aise. Et pourtant, le maranisme, c'est vraiment caché. Hein. Manitou dit la chose suivante. Le maranisme, c'est à quel moment s'est produit le maranisme? Sous qui? Sous Isabelle et Ferdinand. Oui. Et moment où c'est un phénomène de type ashkénaze. C'est un phénomène qui c'est pas séparade. Ce ne sont pas les musulmans qui nous ont foutus à la porte d'Espagne. Ce sont les ashkénazes. C'est Edom. C'est pas Ismaël qui nous a jetés. Au contraire, Ismaël nous a recueillis au Maroc. Oui. Quand on fait la Galila, à quel moment on l'a fait? Dès que tu sors le Zéder, regardez, ouais, il fait de balade, etc. À quel moment les ashkénazim le font? À la fin. Une fois qu'ils ont fini leur lecture, et ils le font pas avec la même hiba que nous. Ils le font et on referme, si vous voulez. Moi d'abord. Les autres, on verra après. Je sais pas. J'aurais envie de dire, ça m'est venu comme ça, que les séparats, c'est plutôt Beth Hillel. Et le monde ashkénaze, c'est plutôt Beth Shammai. Et c'est vrai, c'est beaucoup plus cool. Et je vais vous en donner un exemple que j'ai vécu personnellement. C'était la veille de Pessah. Donc Pessah, c'est ce soir. Et à 2h de l'après-midi, je vais chez le rabbin Bessas parce que je devais prendre quelque chose, un bouquin de son fils. Et à l'époque, je dévorais les mentales. Vous connaissez les petites boîtes mentales et les petits pastilles mentales. Et Rabbi Shalom était là. Je dis, Rabbi Shalom, où est-ce halal? Et je lui montre la boîte de mental. Halal pour Pâques. Qu'est-ce qu'il fait? Il en prend un, il le met dans la bouche. Il me dit, Mziane, la mahlels. les rapports qu'on avait avec nos rabbins. Et Moïse Ouana me raconte que quand ils étaient à Migner entre copains en train de rigoler, etc., et les discussions théologiques qu'on avait à 14-15 ans, ils allaient chez Rabbi Yosef Messas, ils frappaient à la porte, 11h du soir, Baruch Haba, Zib la Morada. Ils recevaient. Vous voyez-vous aller frapper des gamins de 15 ans, aller frapper chez le rabbin, le grand rabbin de la ville pour lui poser une question de est-ce qu'il a raison, est-ce que moi j'ai raison? Ça n'existe pas. Vous savez qu'il existe 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Hein? C'est le pshat, le remez. Pshat, c'est sens littéral, remez, l'allusion, le drach, conteste homilétique, et le sod, la Kabbalah. Mais si vous commencez par le sod,
Ça vous donne quoi? Séfarade. Séfarade. On est à l'aise dans le chod. On ne craint pas de dépasser le sensible, de partir du ciel. On démarre avec le chod. Alors que dans le monde ashkénaze, eh bien, on est obligé à cause de... Ouais. Un jour, nous étions, toi et moi et Shimon Fogel, assis autour d'une table. Et toi et moi, on a commencé à parler de quelque chose et il s'est tourné vers nous deux, il a dit, ça, uniquement ses propres séparades. On a commencé à parler d'échanges religieux et il a regardé, il a dit, ça, c'est typiquement séparade. Mais c'est clair. Je ne sais pas si tu te rappelles. Non, je sais pas si tu te rappelles de ça. Mais ça ressemble. Ça ressemble. Ouais. Mais bon, il sait que... Et notre, encore une fois, avec tous les brassages qu'il y a pu y avoir, les mélanges qu'il y a pu y avoir, il faut nuancer tout ça. Mais ce que je vous donne là, c'est un topo. Je me rappelle, quand j'ai lu la partie de Manitou, où il dit en fait, Jacob représente l'Ashkénaze parce que c'est le politicien né. J'y viens. Je m'excuse, alors je m'excuse. Ça va être ma conclusion. On est beaucoup plus pragmatique, même au niveau de l'humour. Je sais pas, la blague qui me vient, c'est la blague du bonhomme qui est en Russie. Je sais plus le nom des localités, mais c'est un universitaire qui se rend de je sais pas quelle ville vers autre quelle ville et il voit un bonhomme monter dans le train. Et il dit, ce mec-là, il peut pas aller à Moscou, il n'a pas eu le permis pour aller à Moscou. Mais alors, peut-être qu'il va dans la petite ville qui s'appelle XYZ. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire dans cette petite ville? Parce qu'après tout, si c'est un endroit, il y a très peu de juifs dans cette ville. Et cette ville-là, c'est des paysans qui sont là-bas. Ah oui, attends. Là-bas, il y a une famille juive et le mec, il a 3 filles. Bon, la première, Sarah, elle est mariée. La deuxième, elle est trop jeune. Et la troisième, Rivka, elle doit se marier à un médecin qui s'appelait Cohen. Mais attends un petit peu là. Cohen, il n'a pas dû garder son nom, il a dû changer son nom. Et oui, l'équivalent de Cohen, c'est Kovacs. Et à ce moment, il lui dit Good morning, Dr. Kovacs. Le gars, il le regarde et dit How do you know my name? Yeah, it was obvious. Simple déduction. Ça, c'est un raisonnement ashkénaze. Ça, c'est une blague ashkénaze. Et Manitou m'a raconté une fois, je m'étais piqué un fou rire dingue. Il dit, il y a un juif, il monte dans l'autobus avec une cigarette. Je leur dis, hey, c'est écrit ici interdiction de fumer. Je lui dis, ah oui, il y a aussi écrit buvez Coca-Cola. Tu bois du Coca-Cola, toi? Alors, vous voyez, voilà, c'est ça l'atmosphère et ça procède de comment on a été élevé, qu'est-ce qui a transparu dans nos gènes. Est-ce qu'on a été à côté de Ishmaël ou est-ce qu'on a été à côté de Ésaü? Et ça a modelé, si vous voulez, toutes les mentalités, toute la liturgie, tout ce que vous voulez, qui aujourd'hui en Israël tendent à s'estomper, c'est bien clair. Oui. Alors, dans notre histoire, et là je vais te rejoindre, Sylvain, c'est tout à fait normal que le pays ait été fondé par des Ashkenazim. Qu'est-ce qu'on connaît à la politique, nous les séfarades? Enfin, qu'est-ce qu'on connaissait? Parce qu'on était obligés d'apprendre ici. Ils ont pu fonder l'État d'Israël parce qu'ils sont rompus au problème de la politique. Ésaü est un brillant chasseur. Il s'est manipulé à la dialectique. Herzl, Ben Gurion. Mais c'est des gens qui peuvent construire un pays. Maintenant aussi on peut, hein, et c'est clair. Là, on a vite appris. Et il dit aussi, c'est pour ça que Jacob, son nom est devenu Israël.
Absolument. Oui, c'est ce qu'on va voir dans la paracha de cette semaine. Lorsque Jacob devient Israël, c'est lorsqu'il est capable d'avoir à la fois la voix de Jacob et les mains d'Ésaü. C'est vrai. Sauf qu'il faut pas que la voix de Jacob s'éteigne, parce que si la voix de Jacob s'éteint, il reste que les mains d'Ésaü. Et là, on a un problème. Et c'est peut-être un des problèmes qui peut se produire aujourd'hui en Israël. Mais la mentalité de l'Israélien normal, c'est quoi? Eh bien, elle est beaucoup plus proche de celle des séparades. Le vouloir vivre, la chutzpah. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, c'est Ésaü qui est venu aider Isaac. C'est Ésaü, ça va? C'est Ésaü qui est venu, c'est Ésaü qui est venu aider Jacob quelque part. Non. Ésaü, c'est Jacob. Oui. Ésaü, c'est Jacob, c'est le monde Ashkenaz. Ça va? Oui. C'est Ésaü qui est venu aider Isaac. Isaac et Jacob, d'une certaine manière, parce que Isaac ne connaît quasiment rien à la politique. Alors, Ésaü est venu aider Isaac. Mais il avait dit aussi que tant que Jacob, l'Ashkenaz, ne survit que grâce aux séparades. Parce que Esav ne tuera jamais Jacob par respect pour son père. Absolument, c'est ça. Il y a ce respect-là. Mais d'un autre côté, il faut savoir que Isaac, quelque part, était capable d'aider Ésaü, d'être capable, à la limite, d'aider Jacob, si vous voulez. C'est lorsque le monde Ashkenaz s'est trouvé en difficulté. Oui. Le monde Ashkenaz arrivait à une impasse, à un moment donné, des programmes et tout ce que vous voudrez, et la liturgie devenait beaucoup trop lourde, le fardeau Ashkenaz était beaucoup trop lourd à porter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce que maintenant le séparade est venu aider l'Ashkenaz? Eh bien, c'est ça le chassidisme. Qu'est-ce que c'est que le chassidisme? C'est une mentalité quelque part ashkénaze comme telle, si vous voulez, qui a emprunté une grande partie de la liturgie et de la manière de vivre séparade. L'idée que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, si vous voulez, n'allez pas comparer Purim célébré à Shara Shamaïm et Purim célébré chez Chabad, de côté Saint-Luc. C'est deux mondes distincts. Dans le monde ashkénaze, c'est le Shpil de Purim. Il y a un excellent, le Shpil de Purim avec le rabbin Sachs et un comique. Il faut un Shpil. Alors, c'est intellectualisé. Alors que chez nous, bon, bien sûr, on commence à crier, à boire, à chanter, tout ce que vous voudrez. Et la liturgie, si vous voulez, ashkénaze, chassidique, est de ce point-là beaucoup plus proche que la nôtre. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi c'est des choses qui se prouvent beaucoup plus, qui s'éprouvent beaucoup plus qu'elles ne se prouvent, mais ces mentalités-là, ces parades ashkénazes, ça a constitué les différentes branches du peuple juif avec chacune les petites nuances qu'on peut apporter les uns aux autres, avec le chakéti d'un côté, les différents types de chakéti qu'il peut y avoir de judéo-espagnol, et de l'autre côté, si vous voulez, tous les types de yiddish et tout ce que vous voudrez. Mais il en reste pas moins un jour aujourd'hui que 80% des séparades sont en Israël. Et 80% d'Ashkenaz sont en dehors d'Israël. Oh, pourquoi j'aurais tendance, je connais pas les chiffres, Sylvain. Je crois que la population d'Israël, d'après ce que je crois comprendre, c'est 50%, 50%, 50-50. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. 80% des séparades habitent en Israël. Ah. Donc la majorité des séparades habitent en Israël. Les séparades en dehors d'Israël, on est une minorité. Et la majorité des Ashkénazes habitent en dehors d'Israël. Je te fais confiance pour les chiffres. Non, mais regarde les chiffres. Mais ça corrobore ce que tu dis, Jo.
Oui, non, 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 je peux comprendre. Non, c'est encore bon. Si tu prends la moitié d'Israël, 4 millions, et tu les enlèves des 4 millions, et tu les enlèves des 15 millions que nous sommes, il reste 9. Si tu enlèves 4 millions qui sont en Israël, il reste 5 millions à l'extérieur. Et c'est l'Amérique. Hein. Il y a 2,3 millions de Sfarad, 1,4 en Israël. 1,4 millions de ces Séfarades habitent en Israël. Sur deux points? Sur 2,3. Non. Et il est devant l'ordinateur. Sylvain, qu'est-ce que tu dis? Sylvain, il est devant l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il discute avec lui? Non, il n'y a pas un million de séparades en dehors d'Israël. Il y a 500 000 juifs en France, et à part la France, qu'est-ce qu'il y a comme séparade? Derrière. Non, il parle d'Israël. Il parle d'Israël. J'ai dit qu'il y a dans le monde, au total, dans la population juive, il y a environ 2,3 millions de juifs sfarades sur 12 millions. Oui. OK. De ces 2,3, il y a 1,4 en Israël. Selon. Donc, ça veut dire qu'il y en aura 900 en dehors d'Israël. Je ne croyais pas. Il n'y a pas 900 000 séparades en dehors d'Israël. Mais tu n'es pas très loin, tu es à 60% là. Hein, c'est bien. Si je... Bon, très bien. Oui, je comprends. Bon, de toute façon, selon Wikipédia. C'est la première chose. Comment? Oui. Voilà. Sur le Wikipédia, regarde, on connaît les chiffres. Hein. Écoute, c'est très simple. Hein. En 1948, il y avait 1 million de séparades qui habitaient, qui étaient dans les pays arabes. Il n'y avait pas d'autres séparades. Hein. Nous étions 850 000 dans les pays arabes. C'est clair que l'attachement des Juifs, des séfarades en Israël est beaucoup plus viscéral. Et c'est plus que ça. C'est qu'aujourd'hui, les séfarades sont allés en Israël, sont allés volontairement. Dans les pays ashkénazes sont allés parce qu'ils n'avaient pas le choix. Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais Sylvain, pas toujours. Pas du tout. Bon, je m'excuse. Après la Shoah, l'inverse concernant le Maroc est plus probable. Là, on est en train de dérouter le cours, là. Non, mais le cours est quasiment fini, là. Non, je voulais simplement faire les parallèles et dire que ce qu'on voit, ce qu'on connaît du monde de notre histoire, elle a ses racines bibliques. Oui. Ça veut dire que la typologie, si vous voulez, séparade ashkénaze, c'est la typologie de Isaac, Ishmaël et Jacob, Ésaü. Et voilà, et comment est-ce que ça s'est développé dans l'histoire? C'est ce que les Haramim nous disent, Maché Ira ala Abot, Siman Labanim. Ce qui est arrivé au père, eh bien, c'est un bon truc pour les c'est un signe précurseur. Préfiguration. Il ne reste pas moins que lorsque l'État d'Israël a été créé, il faut le dire, pas d'Ashkénaz, sans eux, on n'aurait pas eu un État, il faut le dire. Non, mais c'est clair ils ont voulu faire un pays de l'Occident, alors qu'ils ont forcé la dose, mais c'est devenu un pays du Levant. Israël est un pays du Levant, on le voit par sa musique, par sa littérature, par sa nourriture, par ses arts, par tout ça. Donc aujourd'hui, Israël devient oriental. Mais la dimension politique d'Israël, voilà. Alors, et ça, c'est quoi? C'est Jacob qui a pris la belacha d'Ésaü, qui a pris la belacha d'Ésaü, c'est-à-dire le monde matériel. Le monde matériel, ça implique la politique. Voilà. Et puis la mentalité, la façon de vivre, etc. La liberté d'expression, le bien-être. Je sais pas, on est beaucoup plus cool, le séparate de manière générale est beaucoup moins coincé parce que on l'a jamais tellement empêché de vivre. Voilà. Mais parce que c'est le monde d'Ishmaël, qui est un monde d'essence, un monde de la sensualité, de la joie de vivre. Alors que la chrétienté, c'est le péché. On va laisser faire le bien-être. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la relation avec ce que j'appellerais, entre guillemets, la religion, la lecture des textes.
c'est qui se prétend être le vrai Israël? C'est pas Ishmaël, c'est Esav. Et si toi, si moi, c'est toi, alors toi, tais-toi. Comment je te tue? Tu comprends? Et c'est vrai, et c'est ça le virus d'Israël. C'est vrai. C'est ça le problème, et c'est ça le problème auquel le monde ashkénaze a été confronté en général. On va laisser vers la politique contemporaine. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été raconté avant ça? Non, ça va, c'est clair? Très clair. Aussi clair que ta nouvelle caméra. Elle est belle. Hein? Mais non, c'était à cause du son. Je perdais le son une fois sur 3. Alors, j'ai tout obligé de le changer. Tu as changé ta caméra ou tu as changé d'ordinateur? J'ai changé. Non, c'est la caméra qui a. L'ordinateur, c'est le même. Ça ne change pas. C'est la caméra qui a changé. Ok, tu es plus beau. Merci beaucoup. Hazak ou Baruch, et bonne soirée. Parce que j'ai mis du parfum avant, pour ça. Pas de questions? Par rapport aux expulsés du premier, le premier exil, oui. Il y aurait dans l'histoire des Juifs du Maroc, évidemment, pas tous les Juifs étaient des expulsés d'Espagne. Alors, il y a des thèses qui disent qu'il y a des Juifs qui ont précédé l'islam et qui seraient des rescapés du premier temps au Maroc. Bon, mais ça, encore une fois, c'est une minorité. C'est pas la majorité. Quand moi, tout ce que je vous raconte, je cite Manitou. Okay? Oui, non. Et encore une fois, c'est pas une thèse qui est établie, ça. Ouais. Je ne sais même pas si un jour on pourra faire. Je m'excuse, Jo. À Tisha B'Av, il y a des gens qui le Shabbat mangent de la viande fraîche. Oui. Et des Juifs qui mangent de la viande en conserve. Ceux qui mangent de la viande fraîche, c'est des Juifs qui étaient au Maroc avant la destruction du temple. Parce que ceux qui étaient au temple, ils avaient tué tous les animaux, avaient fait sécher la viande pour pouvoir la consommer pendant toute la durée du siège. Donc, tous ces gens-là mangeaient de la viande en conserve pour le Shabbat. Et donc, ceux qui la mangent fraîche n'ont pas connu ça. Donc, ils étaient au Maroc avant la destruction du deuxième temple. Attends, du deuxième temple, tu veux dire. Ça veut dire que de quand date la présence des Juifs au Maroc? Depuis le roi David. Bien, mais attends. Ça dépend des thèses. Exactement. Non. C'était à l'époque du roi David. Le capitaine du roi David, Haïm Ben Sirouya, s'est rendu jusqu'aux confins du Sahara. Et il y a une stèle dans une cave aux confins du Sahara qui dit « Moi, Haïm Ben Sirouya, capitaine du roi David, et poursuivi les Philistins jusqu'aux confins de ce désert. » Ah bon. Et donc, ça, c'est à l'époque, avant l'islam. Et les Juifs se sont alliés avec les Berbères, la Kahana, qui était de reine berbère, pour se battre contre l'invasion des musulmans. Donc, les Berbères étaient alliés avec des Juifs contre l'invasion islamiste. Donc, avant même l'islam. C'est pas important, c'est de l'histoire. Non, mais c'est une histoire qui c'est important. On vient du Maroc, on ne vient pas de Hong Kong. Non, c'est bien d'apprendre ce que Sylvain vient de dire. Alors. Ce que tu es en train de dire, c'est que le séparat dont parlait Obadia, c'est l'Espagne. Regarde, il y a séparat. Parce que c'est de Maroc. Il y avait des Juifs au Maroc avant l'expulsion d'Espagne. 10 siècles avant l'invasion arabe. Bien sûr. Oui, les Juifs étaient avant les Arabes. L'invasion arrive en 711. En 711, avec le général Tariq, d'ailleurs, qui a donné son nom à Gibraltar, qui est Djebel Tariq, la montagne de Tariq. Et donc, en 711. Et Mohammed est né en 512. Donc, en 100 ans, après la mort de Mahomet, l'empire musulman s'est étendu jusqu'aux confins de la Méditerranée. C'est extraordinaire ce que cette religion a fait en 100 ans. Mais l'invasion de l'Espagne a été faite avec Tariq et des Juifs qui l'ont accompagné, qui étaient déjà au Maroc. En quelle année tu parles là? 711. Oui, mais là, l'invasion de l'Espagne, c'est 711. Ok, mais alors ce dont parle
Obadiah, c'est 1500 ans avant. Bien sûr, c'est ce que je dis. Donc il y avait des Juifs avant, il y avait des Juifs dans cette région du monde avant l'invasion arabe et musulmane. Et les Berbères n'étaient pas les Arabes. Et les Kabyles ne sont pas les Arabes. Non, c'est clair. La révolte Kabyle, ce sont les Berbères qui étaient là, qui étaient forcés. Oui, non, mais là tu es quasiment dans l'histoire contemporaine. Il y a moins de 2000 ans, quoi. Mais oui. Oui, non, mais oui, c'est clair. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que les communautés dont j'ai parlé, comme telles, sont des communautés qui étaient, qui sont développées dans le monde musulman. Séparade, c'est arabe. Oui. Espagnol, arabe. Espagnol, excuse-moi, islam. Ça va? Alors que Ashkenaz, c'est, voilà, c'est Ésaü, c'est chrétien. Il faut dire une chose, les Juifs ont été beaucoup plus persécutés dans le monde chrétien que dans le monde musulman. C'est clair. C'est pour ça que je te dis que le phénomène Maran est un phénomène ashkénaze. Tu as raison. Tu as raison. Bon, eh bien, la semaine prochaine, si Dieu veut, on fera de l'étude de texte et on étudiera la Torah. Mais ça reste quand même assez intéressant de voir tous ces parallèles qu'on a pu faire et de voir que, bon, comme dit Manitou, que l'histoire s'entête à donner raison à tout ce que la Torah nous a raconté bien avant. Et puis, ça permet d'espérer, comme dit le Talmud, que quand tu verras le monde ashkénaze revenir tu verras les gens d'Ésaü revenir sur les bancs d'Israël, attends-toi à entendre les pas du Mashiach. Et puis, c'est beau ça. C'est clair, c'est comme tel. C'est le Maral qui le dit. Et puisqu'on on a la chance de le vivre de nos jours, de vivre la fin du 3e exil. Et je sais pas si on je trouve qu'on vit une période exceptionnelle. Oui, absolument. Parce que nous avons connu, notre génération, nous avons connu avant, lorsqu'Israël était à peine de survivre. Et on voit ce qui a été accompli en 70 ans. Écoute, moi, j'étais en Israël la première fois de ma vie en 70. Je me rappelle encore, c'était un désert, il n'y avait rien. Et quand tu vois ce qu'il y a aujourd'hui, c'est exceptionnel. Absolument. C'est exceptionnel ce que le pays a fait. C'est un laboratoire humain exceptionnel. Oui, Daniel Gall s'est émerveillé. On a fait la bar mitzvah de mon petit-fils dans une winery à Gush Etzion, exactement. Oh, c'est et beau. Daniel est arrivé, elle a dit, tu vois, c'est ça le sionisme. Avant, c'était, c'est ça. Il vit, c'est des choses qui, bon, mais je sais pas si on se rend compte vraiment, hein. Non, on ne se rend pas compte. On se rend, intellectuellement peut-être, oui, on sait que c'est ça bien, etc. Et puis j'ai écouté un jeune rabbin de 20 quelques années, très jeune, je crois qu'il s'appelle Yanouka ou un truc comme ça, Yanouka, oui, il est tout jeune. Il donnait un cours à, je sais pas, s'il n'y avait pas 5000 personnes dans la salle, il n'y en avait pas, quoi. Et il parle tout seul, ils n'étaient pas masqués, pas distancés, croyez-moi. Et disait, le Covid, ce qu'il fait, c'est qu'il nous oblige quelque part à développer la lumière intérieure avant de pouvoir l'exporter. C'est Or Apnimi. On développe pendant cette période obligatoire, si vous voulez, les lumières qu'on a à l'intérieur. Je ne sais pas, chacun le vit à sa manière, c'est clair, mais il faut bien les développer de façon qu'elles soient assez fortes pour pouvoir rayonner à l'extérieur. Au Maroc, est-ce qu'on avait le problème de la Hanouka à l'extérieur? Ma mémoire me fait défaut. C'est clair que la halakha aujourd'hui, ma Hanouka doit être dehors, doit être vue à l'extérieur. La Mishnah le dit, etc. Mais je ne me rappelle pas qu'au Maroc, on allumait les bougies dehors. Et vous voyez encore une fois,
Et alors, mais pourquoi? Parce que il fallait dire aux gens quelque part, bon ben voilà, je m'affirme comme juif, mais attention, ça c'est ce que je viens de vous dire, c'est l'inverse de tout ce que j'ai dit avant, parce que normalement ils auraient dû eux la cacher, mais non, parce qu'il fallait qu'ils s'affirment comme tel à l'extérieur, parce qu'autrement il ne restait plus rien. Le rapport avec l'extérieur, rien du tout. Alors que le fait de la lumière Hanouka à l'extérieur, c'est tant qu'il y a des gens qui marchent dans le marché, qui vont marcher, qui sont dans le souk, pour les Parsem Etanes, je célèbre le miracle, mais je ne célèbre pas nécessairement. Je ne sais pas si les Juifs en Pologne, au moment des pogroms, ils allumaient la Hanouka à l'extérieur. Ma réponse est probablement que non. Absolument. Alors qu'il fallait les Parsem Etanes diffuser le miracle comme tel. Alors ici, quand on ne le fait pas, bien on est réveillé par les camions de Chabad qui le font, qui se baladent, etc. Mais ça, c'est le rabbin de Lubavitch qui a... Oui, qui a demandé. Absolument. Tu as raison. Ah, mais parce qu'il fallait... mais parce qu'il fallait récupérer les Juifs où ils sont. Et ça, c'est le grand chidouche des rabbins de Lubavitch. Absolument. Ouais. Rabotaï, à la semaine prochaine, si Dieu veut. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ça va, Alain? Pas de questions? Salut tout le monde. Salut, merci. Merci à vous. Alain, c'est bon? Pas de questions? Non, ça va. Bye, la capitale. Bye, allez. Bonne nuit.